Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, le rôle des Marocains résidant à l'étranger, les MRE, dans le développement socio-économique du Maroc. Le 20 août dernier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a montré son estime envers les Marocains du monde pour qui il a demandé plus de suivi et d'attention. Le temps est donc venu de doter cette communauté de l'encadrement nécessaire ainsi que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans l'intérêt bien compris de son pays et de son développement, a déclaré le souverain dans son discours. 2 mois plus tard, le souverain devant les parlementaires, à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement, a réitéré sa volonté qu'une attention particulière soit portée aux investissements et aux initiatives des membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Comment cette communauté peut-elle pleinement prendre part au chemin de développement de sa mère patrie? Faudra-t-il une rupture profonde avec ce qui a été fait jusque-là ou plutôt des inflexions à court et moyen terme? Comment envisager une participation en bonne et due forme dans le tissu économique sans une représentativité législative? Quelle politique publique idoine pour séduire les talents de notre diaspora dans les 4 coins du monde et de différents horizons? Et surtout, comment retenir la matière grise pour qu'elle ne saute pas le pas de l'expatriation? Par où commencer? Les procédures administratives et judiciaires, le financement ou la communication d'influence? Pour répondre à ces questions, nous avons 3 experts avec nous sur le plateau ce soir. Jamal Belharaj, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, en tant qu'expert en compétences humaines, vous êtes également président de cette maison de la diaspora marocaine fraîchement créée. Vous allez nous en parler ce soir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et en face, j'ai également le plaisir d'accueillir un investisseur éméreux. Il est également président de la Fédération marocaine des technologies de l'information et de l'offshoring. Redouane Helwi, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes donc investisseur éméreux et pour être plus exact, vous êtes CEO de RedTech, qui est un cabinet de conseil et de recrutement. Exactement. Marhaba. Et par Zoom, cette fois depuis Bruxelles, avec nous, Dr Samir Qaddar, président du réseau des compétences marocaines dans le médical dans le monde et également spécialiste en anesthésie, réanimation et gestion politique de santé, directeur de la clinique spécialisée DDG à Bruxelles. Bonsoir, Dr Qaddar, merci de vous joindre à nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir. Marhaba. Alors, on va peut-être commencer par un retour sur expérience, ou ce qu'on appelle un peu dans le jargon managérial ou corpo, un use case de chacun de vous. Messieurs, je commencerai par vous, Jamal Belharaj, bien sûr, sur cette question du développement du Maroc grâce aux compétences des Marocains de résidents à l'étranger. D'abord, merci pour votre invitation et je voudrais juste repréciser que Sa Majesté a déclaré sa flamme à la diaspora marocaine dès son accession au trône. C'est vrai. Et qu'à partir de ce moment-là, la relation a complètement changé avec la diaspora. Et si vous permettez, ce soir, je parlerai de diaspora et pas de MRE. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que c'est très important. Et donc, s'agissant de votre question aujourd'hui, c'est une évidence que la diaspora a un rôle important dans la contribution. Je vois nos expériences respectives aujourd'hui font que lorsqu'on est venu pour une raison ou pour une autre, on apporte des choses différentes. Quand vous dites on, vous? Moi le premier, puisque j'ai fait le choix de rentrer en 1997, à l'âge de 34 ans, et on est quelque part aussi ce qu'on appelle des game changers. On arrive avec des nouvelles règles, des nouveaux fonctionnements pour contribuer à l'évolution de notre pays, parce que la diaspora a un lien indéfectible avec son pays, là où elle est aujourd'hui, quel que soit son statut. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Parler de Marocains résidant à l'étranger, ça s'appelle de l'assignation. Or, ils sont citoyens anglais, français, allemands, australiens, mais ils restent marocains. Donc c'est pour ça que le concept de la diaspora, ce sont des Marocains d'origine qui sont disséminés à travers le monde. Et la diaspora est un terme beaucoup plus dynamique et qui prouve que l'évolution de la sociologie de cette diaspora a changé. On parle ici quand même de 16% de la population marocaine, 5,8, près de 6 millions de Marocains résidant à l'étranger, ou en tout cas 5,8 personnes qui constituent cette diaspora, comme vous aimez l'appeler ou la définir, Jamal Belharaj. Même question pour vous, Redouane Helwi. Votre retour sur expérience, après votre retour justement à votre pays d'origine, le Maroc. Effectivement, retour sur expérience, ce qui est intéressant, c'est que je suis venu aussi à l'âge de 34 ans. On dirait que cet âge-là, il est assez spécial. Je suis né, j'ai grandi en France aussi. Et puis effectivement, à un moment donné, on se pose des questions. Et effectivement, il y a le pays qui nous rattrape, qui nous attire.
Venir passer pendant les vacances, c'est une chose. C'est complètement autre chose que de venir s'installer et s'insérer effectivement dans le tissu économique. Donc oui, Et tout dans à le fait. tissu social, avant de s'insérer dans le tissu économique, cette adaptation aussi à une réalité de la société marocaine qui est complètement, je dirais pas complètement, mais en tout cas très différente dans l'environnement dans lequel vous avez évolué jusqu'à vos 34 ans. Alors effectivement, je pense qu'il y a peut-être il y a deux niveaux de diaspora. Il y a ceux effectivement qui sont nés, qui ont grandi à l'étranger et effectivement qui arrivent avec ce qu'on appelle un processeur formaté dans le pays où ils sont nés, avec une interface qui est marocaine. Et effectivement, ceux qui sont nés, qui ont grandi au Maroc et qui ont grandi au Maroc, qui ont fait leurs études et qui sont partis. Et puis il y a une troisième catégorie, ceux qui sont nés, qui ont grandi, qui ont étudié, qui ont travaillé des années, en moyenne 4-5 ans ou 6 ans, voire jusqu'à 10, et qui sont partis. Donc c'est quand même trois types, je dirais, de diaspora qui sont assez différents. Et je dirais quand on s'installe au pays, c'est pas forcément avec les mêmes objectifs. La première catégorie, c'est peut-être une identité, à la recherche de son identité. Le fait d'être que la personne soit née et a grandi à l'étranger, quelque part se cherche et se dit je vais m'installer dans le pays d'origine de mes parents. Pour la petite histoire, moi quand je me suis installé, mes parents ils étaient pas forcément d'accord. Parce que oui, c'est une réalité. C'est l'appréhension du risque. Oui, ils sont partis dans les années 60, 70, ils sont partis travailler, ils sont partis s'installer, chercher entre guillemets un avenir meilleur et se dire mes enfants qui ont grandi, qui ont grandi, qui ont fait leurs études, qui ont travaillé, qui ont fondé une famille, parce que moi j'avais fondé une famille aussi, qui est toujours la même bien entendu. Et de se dire qu'on va faire le pas, se dit mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait c'est le fait, je répète, la première catégorie, le fait que la personne cherche son identité. La deuxième catégorie, c'est un attachement familial, parce que la première catégorie, son attachement familial, elle est toujours à l'étranger. La deuxième catégorie, c'est l'attachement familial, parce qu'il y a encore les parents, les oncles, les tantes. C'est aussi le fait de revenir. Et puis la troisième catégorie, je pense que c'est encore un peu trop frais, parce qu'on a eu des départs ces dernières années, et l'avenir nous dira effectivement comment eux ils ressentent. Je pense c'est à peu près même la deuxième catégorie, mais ils ont ce retour d'expérience. Ils ont cette expérience qu'ils ont vécue au Maroc professionnellement parlant, voilà, qui connaissent là, c'est le purement mindset professionnel. et à l'étranger. Et là, ça sera intéressant de voir comment ils réagiront à leur retour. Très bien. Alors là, on ne parle pas de retour pour vous, docteur Samer Qdar, mais vous êtes justement à la tête de ce réseau des compétences médicales marocaines du monde, peut-être un retour sur expérience de ces compétences dans le domaine médical. Et on sait aujourd'hui comment nous souffrons d'un phénomène de fuite justement de cerveau, notamment et tout particulièrement dans ce secteur du médical, tout comme le secteur de l'ingénierie. Alors parlez-nous de votre use case justement en ce qui concerne le secteur médical. Merci, chère madame, pour l'invitation. Honoré d'être parmi vous ce soir. Et en fait, moi, n'importe comment on puisse dire, est-ce que, comme il a bien dit, moi je suis d'accord avec nos deux invités, on dirait diaspora, marocain du monde ou marocain à l'étranger, donc c'est kiff-kiff en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un cordon ombilical qui est solide. Il y a ce qu'on appelle cette citoyenneté continentale qui est là, qui est présente. Le Marocain, là où il est, de n'importe quelle confession que ce soit musulmane ou juive, il est attaché à ses racines, attaché au Maroc. Et justement, sur ça qu'on doit travailler, que le Maroc travaille. Dans notre expérience sur le réseau, mon expérience personnelle, j'ai quitté le Maroc sur un coup de tête parce que j'avais pas la possibilité à l'époque de faire ma spécialité médicale. Et puis maintenant, je suis installé, je suis directeur d'une clinique, propriétaire directeur d'une clinique au centre de Bruxelles. Mais en même temps, comme je disais à une journaliste, un de vos collègues, il y a quelques années, plus on s'éloigne,
plus on s'approche en fait au Maroc. Euh, on a fondé en fait un réseau international des compétences médicales des Marocains du monde. En 2012, maintenant c'est juste 10 ans. Et avec cela, on retourne assez souvent. C'est pratiquement tous les 2 mois, parfois même tous les mois. Donc avec des projets, avec des partenariats au sein d'un partenariat vraiment solide avec des universités, donc des instituts, avec des régions, et maintenant avec ce souffle royal donc de la grande réforme, ou plutôt la refonte de la santé. Donc on va petit pas à un petit pas donc pour justement consolider cette refonte et cette nouvelle réforme que Sa Majesté voudrait bien l'installer au Maroc. Il faut dire Est-ce que aussi cela que nous implique travaillons. justement un retour des compétences? Jamal Pardon, Belkhash dit non. Est-ce que cela implique aussi un retour des compétences ça, c'est de une grande question. médecins et d'infirmières et d'infirmiers marocains qui ont choisi l'expatriation au lieu d'exercer ici au Maroc? Alors, avec cette refonte que vous avez parlé, dont vous avez parlé, cette refonte du secteur de la santé, est-ce que vous travaillez dans ce sens? Est-ce que vous avez des retours, peut-être de la communauté de médecins, qui a des projets de allez, on va s'embarquer dans ce train du changement du secteur de la santé du royaume? Vous savez, vous avez bien raison. Et c'est facile de parler d'inversement donc de la vapeur pour pouvoir inverser cette fuite de cerveau, cette fuite des compétences médicales et notamment, mais c'est pas évident. Il faut asseoir une certaine modification administrative. Heureusement, c'est le cas parce que maintenant, donc, il y a une ouverture des capitaux, ouverture donc aux compétences étrangères, notamment marocaines. Nous travaillons sur ça. Il y a des gens qui sont déjà retournés, d'autres qui sont en cours, mais ce qu'on est occupé à faire, c'est encourager ce qu'on appelle cette mobilisation circulaire, donc cette migration circulaire. On n'est pas obligé, comme ça a été dit par Sa Majesté donc le 20 août, on n'est pas obligé de s'installer à temps plein. On peut s'installer d'une manière partielle, et puis petit à petit, on fera ce transfert donc partiellement, puis petit à petit, peut-être totalement, un certain moment. Mais vous avez cité un chiffre tout à l'heure de 16%. 16%, c'est une statistique de l'OCDE qui date de 2010. Absolument. Ce sont le nombre des hauts diplômés, le pourcentage des hauts diplômés au sein de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Mais ce pourcentage est ancien, donc est en augmentation. Mais ce qui est important, c'est le nombre d'étudiants qui sont inscrits chaque année dans les universités et aux instituts et les grands instituts donc d'enseignement et qui sont d'origine marocaine. Vous rendez compte, c'est une progression géométrique. Au bout de quelques années, donc ça va être mais vraiment donc un pourcentage énorme. Il faudrait qu'on travaille sur ça ensemble. Mais moi, quand je parlais des 16%, c'est vraiment 16% de la population, parce qu'on parle de 5,8 sur une population plus ou moins de 37 millions de Marocains. Une population de 5,5 millions. C'est ça, 5,8, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est 16% de la population marocaine. Mais vous, ce que vous dites, en fait, c'est les 16% dans cette communauté, ce sont de hauts diplômés, c'est ça? 16% de... Et ça, c'est le chiffre qui date de 2010. Très bien. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur, justement, ce retour sur expérience pour qu'on puisse passer à un autre volet de notre discussion et qui est, justement, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, qui est relatif d'abord à ses talents avant qu'on parle d'investissement. Jamal Belkhash, vous connaissez bien les compétences, marocaines, ce monde je n'aime pas les appeler ressources humaines, je préfère le terme compétences humaines. Vous connaissez bien, mais pour vous, le retour serait difficile. Peut-être pas que dans le médical. D'abord, si vous permettez, je pense qu'il faut arrêter... c'est pas vous qui l'avez évoqué, mais souvent on fait un procès en non-patriotisme de la part de ces générations, soit qui partent, soit qui ne veulent pas revenir. Le véritable sujet, d'abord, c'est l'offre Maroc. Quelle est-elle? Pour ceux qu'on voudrait qu'ils restent. En matière, si on prend le secteur médical, il y a un véritable sujet, il y a des réformes qui sont en cours, mais dans tous les secteurs d'activité, il y a une absence d'offre Maroc pour que les gens aient envie de rester. Ensuite, il y a une absence d'offre pour ceux qui voudraient potentiellement venir. Notre ami et moi-même, on a fait ce choix.
Sauf qu'on a découvert que c'était pas Disneyland, le Maroc, quand on vient pour y travailler ou pour y vivre. D'accord? Vous disiez effectivement, on parlait d'immigration circulaire tout à l'heure. Aujourd'hui, le monde a changé. La sociologie des Marocains à l'étranger a changé. Donc ça veut dire qu'il faut accepter que les gens ne viennent pas pour s'installer durablement. Et pour ce faire, il faut que la législation elle-même change et accepte des Marocains qui viennent s'installer pour 1 ou 2 ou 3 ans. Un exemple. C'est quoi la législation Un exemple très simple, très simple. Imaginons que Khadija habite en Australie, décide de venir 3 ans au Maroc. Elle a un projet, elle montre un projet, elle travaille. Très bien, elle gagne de l'argent. Khadija, elle ne pourra pas renvoyer son argent en Australie. Parce qu'elle est marocaine. Dès qu'elle atterrit à l'aéroport, elle est marocaine à 100%. Elle ne jouit plus de ses droits, entre guillemets, de double culture, etc., de double nationalité. Donc ça veut dire qu'il va falloir accepter de réfléchir à de nouvelles modalités de relations avec la diaspora, parce que la diaspora est sédentarisée. Mais elle peut aussi contribuer à son pays en étant là où elle est aujourd'hui. Mais on ne peut pas contribuer à son pays, parce que vous parlez de législation, c'est très très important. Comment elle peut avoir son mot à dire, cette diaspora marocaine, par rapport à la législation, alors qu'elle ne fait pas partie de l'appareil législatif? Elle n'est pas représentée dans les 2 chambres du Parlement. Très bien. Déjà, ça, c'est le b.a.-ba. Très bien. Mais écoutez, si je peux me permettre, je rebondis sur votre question. Aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'être dans l'appareil législatif pour influencer le cours des choses. D'accord? Il faut être organisé. Non mais, et si? Mais bien évidemment que Comment? si. Parce qu'il faut de l'influence. Il faut des ONG pour ça. D'accord? Il y a un travail d'analyse, d'étude. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'institutions dans notre pays, d'ailleurs, auxquelles Samaj a demandé de se réinventer. Il a raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut définir une nouvelle feuille de route. Mais pour définir cette nouvelle feuille de route, il faut comprendre quelles sont les attentes de cette diaspora marocaine aujourd'hui. Et à partir de là, définir non seulement une nouvelle feuille de route, mais plus loin que ça, déjà. Il faut une nouvelle doctrine pour manager la relation avec la diaspora. Et une nouvelle doctrine, c'est une nouvelle vision du monde. Quel type de relation on veut avec eux, quel est le contrat de confiance qu'on veut mettre en place, quel contrat de solidarité on veut mettre en place, et à partir de là, dire quelles sont les institutions idoines. On n'est pas obligé d'être représenté au Parlement. Je veux dire, ça, encore une fois, c'est pas important pour vous. C'est pas la priorité. Je pense que le membre de la diaspora qui est à Londres, qui est à Marseille, ou qui est en Tunisie, ou qui est en Australie, sa problématique, c'est pas de se dire aujourd'hui, est-ce que je serai représenté au Parlement? Peut-être. Mais sa problématique, c'est de dire, si je rentre dans mon pays pour investir, est-ce que c'est facilité? Si je rentre dans mon pays que je veux renvoyer de l'argent, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux éduquer mes enfants? Est-ce qu'il y a la mobilité? Est-ce que demain je peux aller avec ma copine, ma fiancée à Marrakech sans qu'on me demande d'abord 2 chambres et d'être marié, etc. C'est toutes ces problématiques-là. On est élevé dans un logiciel très particulier. Mais aujourd'hui, on est capable d'entendre et de comprendre ça. C'est pour ça que Sa Majesté a dit quoi le 20 août? Il a dit, aujourd'hui, on a fait ce qu'on a fait. Mais je veux qu'on réinvente une nouvelle façon, une nouvelle relation avec la diaspora, parce qu'aujourd'hui, elle compte encore plus. Rappelez-vous, l'année dernière, 95 milliards quand même de devises, ce n'est pas rien. Ça permet de faire de la solidarité avec les familles restées. Ça permet aussi de payer les factures d'importation en devises. Et ça peut aller encore plus fort, à une condition, de garder le lien et de considérer cette diaspora comme un acteur majeur dans le co-développement du Maroc et non pas uniquement comme un accessoire pour les opérations Marhaba et autres. Et pour aussi ces transferts de MRE, hein, vous avez cité ce chiffre de 93 milliards, mais sauf que sur ces 93 milliards, il n'y a que Peanuts qui est investi dans le pays. Absolument. Et c'est ce qui a été relevé d'ailleurs par le ministre de l'Investissement au Parlement il y a quelques jours seulement. C'est un constat que lui-même a fait. Tout à fait. Cela dit, qu'est-ce qu'on fait pour porter ce pourcentage de 10% à 20, 30, 40 ? Bon, il y a cette charte de l'investissement. Mais en attendant, alors justement, est-ce que vous partagez cet avis, Redouane El-Helloui? Est-ce que vous pensez que les Marocains du monde, les Marocains résidant à l'étranger, la diaspora marocaine n'est pas obligée d'avoir des porte-voix dans l'appareil législatif marocain, eh bien pour faire entendre leur voix, pour mieux peut-être même s'insérer dans la dynamique du royaume? En fait, de ce que je comprends, c'est comment mettre en place des choses plutôt opérationnelles, ce que vient de dire mon confrère. Mais par contre, je comprends aussi que c'est important de faire du lobby, parce que c'est aussi, il faut qu'il y ait une porte-voix, il faut que aussi on puisse les appuyer, les supporter. Donc, tous les deux, vous avez raison. D'un côté, c'est comment on peut mettre en place des mécanismes très rapides
pour mettre en place un environnement favorable pour pouvoir accompagner très rapidement. Est-ce que vous pensez que mais en vous, même justement... temps, comment les défendre? Comment les défendre? Vous, en tant qu'investisseur, Oui. d'accord? Est-ce que vous pensez que vous avez fait face à des obstacles qui sont propres aux MRE? Ou vous avez fait face à des obstacles que tout investisseur jugule pour lancer son business au Maroc? Est-ce qu'il y a une différence? Vous avez senti une différence? Oui. Sans langue de bois. Oui, effectivement, il y a, je dirais, déjà en termes de fonds, de pouvoir jouir un petit peu de son investissement, de pouvoir le récupérer quand on veut, quand on peut. Les problématiques, effectivement, surtout quand on investit et qu'on veut acheter du cloud, oui, bien entendu, il y a la notion de souveraineté numérique, mais il y a des environnements dans lesquels on n'a pas le choix, on est obligé d'acheter à l'étranger, donc on passe par des méandres administratifs, notamment la banque qui nous disent non, tu peux pas utiliser ton argent alors que je veux acheter un logiciel à 10 ou 15 000 euros pour pouvoir investir et pour pouvoir développer des solutions. C'est pas possible. Je dois développer du business par rapport offshore. à la circulation des capitaux, on parle. Ah oui, aujourd'hui, si je parle dans le cadre de l'activité, si effectivement on développe des solutions logicielles, on a besoin d'acheter des frameworks, des solutions qui vont nous permettre de faciliter le développement. Et quand on va voir la banque, c'est très compliqué. On réfléchit comment faire pour se dire, tiens, je vais développer une activité en France, parce que j'ai cette facilité, je vais ouvrir un compte bancaire en devise, je vais avoir de l'argent qui va rentrer, et je vais réutiliser. C'est du bricolage. On est en train de bricoler. Donc alors que le temps que je réfléchisse comment je vais mettre en place, ce temps-là, je pourrais acheter la solution, le développer, l'exporter et aller beaucoup plus vite. Donc il y a une problématique effectivement de souplesse, de ce que je comprends, effectivement, d'environnement. Mais d'un côté, je comprends aussi que c'est important d'avoir des porte-voix qui vont nous aider effectivement à convaincre les autres parties, parce que on est quand même des Marocains du monde, et il ne faut pas oublier qu'il y a les Marocains aussi. Et il faut aussi cohabiter, et qu'il n'y ait pas effectivement qu'il y ait une relation fraternelle, et pas oui, vous favorisez, etc. etc. Alors, vous en pensez quoi, docteur Dar? Comme ça, on fait un tour de table sur la question, parce qu'il me semble qu'elle est importante sur, bien sûr, cette question législative, sur cette représentativité du Marocain résidant à l'étranger au Maroc. Vous savez, nous vivons actuellement une période très spéciale, une conjoncture économique très mouvementée, jalonnée par des crises qui fragilisent un grand nombre de pays. Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a opté pour une redynamisation des investissements, pour consolider notre économie. Et pour ce faire, il a besoin de toutes les forces vives, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et c'est dans ce contexte que les Marocains du monde, ou les MDM ou la diaspora, représentent un catalyseur d'investissement étranger important qui renforcera sans nul doute l'investissement national pour atteindre les objectifs ex-ante pour la période 2022-2026, et que Sa Majesté a résumé en deux chiffres clés, qui est la mobilisation de 550 milliards de dirhams et la création de 500 000 emplois. Sur ce deuxième point, il faut rappeler que le Maroc mise sur les secteurs de pointe et donc des profils pointus. D'ailleurs, on travaille sur une réforme des systèmes de formation, et là encore, les MRE sont pourvoyeurs d'une contribution importante. Quand vous dites, c'est intéressant, vous dites on travaille, ça veut dire que c'est le Maroc qui travaille, c'est-à-dire que les autorités marocaines travaillent sur une refonte de la formation professionnelle. Donc ça rejoint un peu ma question. S'ils ne sont pas impliqués dans ce processus politique, alors comment on peut comprendre leur vision de la compétence déjà et de la formation professionnelle telle que ces 5,8 millions la voient et la conçoivent?
Exactement. C'est pour ça que je rejoins pas l'avis, donc je suis contre l'avis de Jamel. Nous, on a envie d'être représentés. Et il l'a dit, Sa Majesté. Donc il faudrait qu'on s'implique dans la prise de décision, dans le fait de donner sa voix, que ce soit dans l'institutionnel, le constitutionnel, donc partout, dans les conseils d'administration, le Marocain du monde. Et on l'a dit au début, c'est un Marocain, point. Donc c'est à l'intérieur comme à l'extérieur, tout le monde doit être et doit se représenter comme cette force vive. Donc, Sa Majesté voulait avoir donc, autour de lui. Très bien. Réaction Jamal Belhroch, peut-être brève, et surtout, comment encourager l'investissement des MRE? Pourquoi vous... En fait, avant même d'encourager, pourquoi vous parlez de diaspora et non de Marocains du monde? Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est que Marocains résidant à l'étranger, on les assigne à résidents. Or, aujourd'hui, ils sont citoyens des pays là où ils ne sont pas assignés à résidence. Donc je préfère parler de diaspora parce qu'elle est beaucoup plus, c'est un terme qui est beaucoup plus dynamique et qui nous met au même niveau que l'ensemble diaspora au niveau mondial. Et en même temps, à l'intérieur de cette diaspora, il y a une sociologie qui a changé. Et ça, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. On ne tient pas compte de cette évolution-là aujourd'hui dans toutes les politiques publiques qu'on l'on mène ou que l'on a essayé de mener sur cette cible-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose quand même, pour revenir sur le sujet, parce que j'insiste. Sa Majesté Hassan II, Feu Hassan II, avait tenté une initiative de représentation au Parlement. Ça a été une totale bérésina et un échec. Et ça a été arrêté. Aujourd'hui, et moi, les choses ont évolué depuis. Hein. Quand je suis arrivé, vous venez de le dire. Justement, quand je suis arrivé, sociologiquement, les choses ont beaucoup évolué. Quand je suis arrivé au Maroc en 97, je me souviens très bien, j'avais fait une lettre ouverte à M. Yousfi à l'époque, pour dire le droit de vote, c'est nécessaire pour les Marocains. Mais en fait, avec le recul, j'ai compris comment fonctionnait le Maroc. Moi, j'ai envie ou quoi aujourd'hui? J'ai envie que nos parlements fonctionnent déjà bien tels qu'ils sont et que les partis politiques s'intéressent à cette question-là et qu'il y ait des ONG suffisamment puissantes qui fassent de l'influence au lieu de dire on va prendre 1 ou 2 sièges. Mais comment vous allez gérer ça? C'est ingérable. Le but, c'est de changer les choses. C'est pas de dire nous avons une représentation politique. Aujourd'hui, il faut que les parlementaires actuels soient conscients de cette notion de la diaspora. Et pour vous, c'est le rôle de la société civile. Bien évidemment. Pourquoi? Ça a été dit. Parce que la société civile, elle est beaucoup plus dynamique, et elle a beaucoup plus d'agilité et beaucoup plus de marge de manœuvre que des institutions politiques telles que ça a été fait jusqu'à maintenant. Et enfin, pour répondre à votre question, s'agissant de l'investissement aujourd'hui, Sa Majesté a été très claire. La diaspora est un élément fondamental du co-développement. Et d'ailleurs, dans le nouveau modèle de développement, ça a été clairement explicité. Maintenant, les investisseurs de la diaspora, bien sûr que c'est pas pour monter un hanout ou un truc, c'est important, ça aide, mais là, ce qu'on cherche, c'est un investissement beaucoup plus structuré, notamment dans les secteurs d'avenir, que ce soit la medtech, le numérique, etc. Et on a plein de talents à travers le monde qui sont dans ce secteur-là. Maintenant, pour les inciter à venir, il faut assurer la liberté de circulation, aussi bien des personnes que des capitaux. Voilà, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est fondamental. Vous croyez qu'il y a un Marocain dans le monde qui voudrait pas investir dans son pays s'il a l'argent, il a le projet? Il y en a plein qui sont venus me voir régulièrement parce que j'étais étiqueté diaspora. Ils viennent, ils m'expliquent leurs problèmes, etc. On leur dit, bien sûr, on peut faire des choses, mais une fois qu'ils ont été, entre guillemets, dans les circuits, ils sont très vite démobilisés et ils se disent, non, c'est pas pour moi et je repars. Au début, on les accueille bien. Quand quelqu'un vient et qui veut investir, on est content. Non. Mais est-ce que vous pensez que peut-être dans le process d'investissement, parce que l'investissement ne s'arrête pas là où on a signé, il faut un accompagnement. Déjà, ça a été dit tout à l'heure, et vous me permettez de le redire. Aujourd'hui, partons du principe, c'est pour ça que il n'y a que les gens de la diaspora qui peuvent parler aux gens de la diaspora. Ok? Partons du principe que ces gens-là. C'est fort ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Là, non. Jamel Belhroch, là, vous les stigmatisez. C'est-à-dire que vous les mettez ou vous mettez vous allez comprendre. Dans une catégorie. Pas du tout. Vous allez comprendre. Ces gens-là, entre guillemets, ont été élevés, éduqués dans un logiciel. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent dans un environnement qui n'est pas le leur, il y a des codes qu'ils ne comprennent pas. Donc, l'accompagnement, comme vous avez très très bien dit, ça ne s'agit pas simplement de signer le contrat. Il faut les accompagner tout du long parce qu'ils doivent comprendre les codes de fonctionnement de l'administration, des relations commerciales, des ressources humaines, des recrutements, de la gestion des hommes. Tout ça, c'est complexe. Ils n'ont pas l'habitude parce que chez eux, entre guillemets, A, c'est A. C'est pas A+, c'est pas A-.
Et donc c'est important. Et on est capable de capter cette communauté-là aujourd'hui parce qu'elle est fondamentalement utile pour le pays dans différents secteurs. Donc vous pensez que le guichet au niveau de l'AMDI, de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, le guichet qui va être créé, ça a été annoncé par le ministre de l'Investissement, dont dépend cette agence, va aider, mais il doit avoir des éméreux là-dedans pour qu'ils puissent parler le même langage que l'investisseur de la diaspora. C'est important d'avoir des gens qui parlent la même langue. Et c'est important. L'initiative de l'AMDI, elle est fabuleuse parce que c'est vraiment un des outils. C'est pas le seul. Il y en a plein d'autres à mettre en place. Il y en a plein d'autres. Mais c'est important. D'ailleurs, la preuve, quand on a décidé de créer la maison de la diaspora il y a 1 an, entre guillemets, l'idée c'était de dire cet outil, ce réceptacle qui va accueillir les investisseurs de la diaspora, à l'intérieur, on aura des équipes. Et ces équipes-là devront être, entre guillemets, issues de la diaspora pour pouvoir parler le néerlandais, l'allemand, l'espagnol, Déjà, etc. on parle de langue dans le sens propre, pas figuré. Pas la langue dans le sens où code sociétaux, sociologique. Non, c'est dans le côté vernaculaire des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, savoir parler... Parce que vous avez des gens qui ne parlent pas très bien l'arabe, mais entre guillemets... on en fait partie, on est un certain nombre, mais c'est important de se sentir à l'aise. C'est quand même leur pays d'origine qui a vu naître leurs parents, leurs grands-parents, et ils ont envie de faire des choses. Et encore une fois, nous avons un concentré de talent à travers le monde qui est juste incroyable, et ça a été vu lors de la crise sanitaire. Beaucoup de nos talents au niveau mondial ont été utiles dans le cadre de cette crise sanitaire, et c'est aussi ça qui a réveillé un peu les consciences politiques pour dire stop, il va falloir qu'on bouge et qu'on crée cette nouvelle doctrine. Redouane Haloui, quand on parle bien sûr d'investissement, il y a des opportunités. On a parlé tout à l'heure des obstacles. Alors, quand on parle d'opportunités aujourd'hui, est-ce qu'elles sont bien marketées à l'étranger pour cette communauté? Parce que tout à l'heure, je parlais de freins administratifs. Bon, ça, c'est pas propre au MRE. Judiciaire aussi, très important. Financier, vous avez parlé tout à l'heure des banques, pour la circulation des capitaux, mais pas que, pour le financement aussi, parce que c'est une banque qui est appelée aussi à financer un projet. Et il y a ce point tout aussi important, qui est justement relatif à cette communication d'influence auprès de cette communauté. Vous faites quoi pour cela? Peut-être vous, à votre niveau, qu'est-ce qui devrait être fait? Surtout que vous êtes à la tête d'une fédération dédiée à la technologie. Votre business est aussi dans la tech. Donc, merci pour la prise de parole. Effectivement, je suis président d'une fédération dans laquelle il y a des sociétés. La plupart, c'est des Marocains, des Franco-Marocains, des Américano-Marocains. Il y a toute une... Mais on est Marocains. Donc, on défend un secteur de l'économie numérique marocaine. Il faut juste qu'on fasse attention, qu'on ne crée pas un favoritisme et qui va être un peu contre-productif par rapport à des sociétés déjà existantes. Je pense qu'il peut y avoir je dirais un travail vraiment de collaboration entre les entreprises marocaines. Un exemple, par exemple, il y a le SMAPIMO. SMAPIMO, c'est un salon que toute la diaspora connaît pour... Alors, connaît, après... Oui, après... Je ne sais pas si c'est le bon exemple à sortir. J'ai évité d'évoquer le mot immobilier, parce qu'on connaît les phrases et les mauvaises expériences. Mais je vais terminer, effectivement, l'exemple. Oui, il n'y a pas de souci. La diaspora la connaisse, avec effectivement les différentes visions, positives ou négatives, mais ce n'est pas grave. Ils viennent pour voir effectivement les promotions, les bâtiments, etc. Pourquoi on ne mettrait pas en place un SMAP digital, par exemple dans le cas du numérique, qui met en valeur effectivement la tech marocaine, les entreprises, à destination sur un public de la diaspora marocaine? Je m'explique. C'est des entreprises qui sont au Maroc qui cherchent des investisseurs. Donc au lieu d'aller courtiser des investisseurs étrangers, on pourrait courtiser ces investisseurs de la diaspora. Tu veux t'installer au Maroc, il n'y a pas de problème. Sache que ce que tu veux faire, il y a déjà des sociétés qui existent déjà et qui en plus cherchent du financement. Ça tombe bien, vous pouvez vous mettre d'accord. C'est-à-dire qu'on fait un travail avec les entreprises déjà sur place qui effectivement cherchent du financement et en même temps se dit oui, je veux effectivement me montrer effectivement mon savoir-faire et ça tombe bien, tu peux aller courtiser. D'abord, courtisons ces investisseurs de la diaspora avant d'aller courtiser les investisseurs étrangers, parce que la diaspora est aussi des porte-parole de notre pays. Parce que si on va courtiser des investisseurs étrangers, il y aura forcément quelqu'un autour de cet investisseur,
marocains, il y a des Marocains, il y en a de partout. Ah là, hagga, ma tmchish, nanana, ah, il faut, etc. Alors ça peut être négatif, que ça peut être positif, on ne sait pas. Mais c'est important d'orienter effectivement ça, ce qui permet de dire, cet investisseur de la diaspora, il va peut-être pas investir, mais il va peut-être parler autour. Dire, tiens, j'ai vu quelque chose, mon pays fait des trucs formidables, magnifiques. C'est un ambassadeur de son pays dans le pays où il réside. Exactement. Et je pense que c'est applicable aussi dans le domaine médical, et vous avez évoqué un point très important tout à l'heure, c'est ce projet d'ailleurs qui est sous l'impulsion royale d'ouvrir ce secteur de la santé à des partenariats étrangers, à de l'investissement étranger. Vous en pensez quoi sous le prisme médical, Dr Qaddar? Est-ce que vous avez peut-être une expérience à partager avec nous d'un investisseur émireux dans le secteur du médical? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour booster ces investissements dans le secteur médical dans notre pays? Et sachant que la demande, elle est là, hein, elle n'est pas approuvée, c'est sûr. Le besoin, la demande, elle est bien là. Même si le marché n'est pas énorme, mais la demande est là. Vous savez qu'il y a des orientations royales. Il y a un effort qui a été effectué. La définition du pacte national d'investissement, la mise en place d'une charte d'investissement, le renforcement des moyens des CRI, des centres régionaux d'investissement par an. Au niveau de la santé, il y a une volonté quand même assez importante qui est faite soit par le gouvernement, justement pour ouvrir le système de santé. Il y a cette protection de santé générale, qui va se faire et qui va être terminée bientôt. Donc, construction des hôpitaux. Donc, tout ça, c'est important. Mais seulement, il faut, comme a été dit par nos collègues, c'est la communication. Il faut communiquer mieux. Il faut avoir. On aimerait bien avoir une base de données des entreprises, des hôpitaux, etc., qui ont un manquement quelque part. Je crois aujourd'hui, on est face à une certaine révolution sanitaire qui représente une souveraineté du pays en elle-même. On a bien vécu la période du Covid, qui est l'exemple, et Sa Majesté a vu juste. Et donc, c'est le moment qu'il faut qu'on fasse attention à pour qu'on obtienne cette souveraineté. La construction donc de l'usine de Ben Slimane, l'ouverture des capitaux, tout ça c'est important. Donc, il faudrait qu'on travaille la main dans la main pour aboutir. Quand vous dites travailler la main dans la main, je vous interromps si vous le permettez, Dr Qaddar. Quand vous dites travailler la main dans la main, qui sont ces parties prenantes? Qui sont ces mains? Il faut définir les bons interlocuteurs, chère madame. Donc, par exemple, on revient de Fès, de l'université de Fès, on a une excellente expérience. C'est pareil avec l'université de Rabat, mais on aimerait bien dupliquer cette expérience avec d'autres universités. Il faut ouvrir l'université à son environnement externe. Il faut que l'université sorte de son cocon et dire voilà, on va travailler avec des entreprises. L'université, elle doit former, pas dire, elle doit travailler avec des entrepreneurs. Il faut valoriser la science. Il faut valoriser, il faut avoir une véritable innovation qui doit aller dans le sens des sujets principaux et prioritaires, qui sont le changement climatique, la pénurie d'énergie, la pénurie des ressources, la réflexion des ressources. Sa Majesté l'a rappelé dernièrement, l'eau, le vieillissement de la population, la santé, donc tout ça c'est important. Et je cite un exemple, un point très important, celui de la digitalisation. Donc on a des ingénieurs qui sont excellents ingénieurs dans tout ce qui est technologie. Non mais ces ingénieurs ils restent pas, hein. Très peu de ces ingénieurs restent. Ça fait sourire Redouane El Helloui. J'ai reçu moi-même sur ce plateau dans de précédentes émissions beaucoup de professionnels du secteur digital qui ne trouvent pas de matière grise au Maroc, marocaine, formée par l'école marocaine, par l'État marocain, mais incapable, ce même exécutif, de retenir ces pépites et de retenir cette matière grise. Donc quand vous parlez de tout cela, c'est bien beau. Quand vous parlez de la charte de l'investissement, on devra attendre un peu de temps avant qu'elle ne soit opérationnelle. Effectivement, il y a eu la refonte des CRI, mais preuve qu'ils ne remplissent pas foncièrement leur mission, cet appel de Sa Majesté dans son discours du 14 octobre au Parlement, qui a appelé les CRI à faire plus d'efforts pour accompagner les investisseurs.
et dont les investisseurs éméreux. Donc moi, en fait, ma question, elle est par rapport au point d'inflexion. On parle du court terme, on parle du moyen terme. Parce que le Maroc a besoin aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, de ses compétences. Exactement. On a besoin aujourd'hui. Alors comment? Quels sont ces points d'inflexion selon vous, docteur Qaddar? Le PIB, donc le pourcentage de PIB qui est réservé à la recherche scientifique et développement et innovation, il est très bas. Donc il faut augmenter ce PIB. En augmentant ce pourcentage de PIB, on augmentera l'employabilité. Très bien. Et on augmentera, donc par conséquent, on va augmenter le PIB, donc d'une manière générale. C'est pour ça, il faut améliorer les conditions de ces chercheurs, améliorer les conditions donc de ces ingénieurs dont vous parlez. C'est ça le plus important. Donc il faut travailler. On a maintenant un signal fort, celui de la nomination du nouveau directeur général donc du fonds d'investissement, c'est M. Awan qui est un excellent financier. Donc on espère avoir donc une révision de ce PIB donc réservé à la recherche, à l'enseignement supérieur et la recherche et la formation continue. C'est ça dont on a besoin. On a besoin d'introduire l'anglais au niveau des écoles et non jusqu'à la fin donc de l'université ou au cours de cursus universitaire. C'est dans le pipe. Ouverture. C'est dans le pipe dans les projets du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, ça me vient. Une réaction là-dessus, Redouane El-Helloui? Ah oui, complètement. Est-ce qu'il y a des points d'inflexion? Est-ce qu'il faut, et cette question, je l'ai posée dans mon introduction, elle me tient vraiment à cœur, est-ce qu'il faut vraiment une rupture profonde par rapport à ce qui a été fait jusque-là, ou des points d'inflexion moins importants qu'une rupture totale ou qu'une refonte totale qui peuvent être déclenchés? C'est un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai aussi une casquette de vice-président de Dimicoder. C'est une association qui fait de la sensibilisation, de la rotation des métiers, des jeunes sur les métiers du numérique qui sont générateurs d'emplois. Le secteur du numérique est un vrai levier pour notre économie nationale. Maintenant, sur la partie compétences, sur du court terme, et je vous rejoins, effectivement, nous avons des entreprises qui refusent de traiter un projet, des projets qui arrivent, et qui disent j'ai pas les ressources. Et ça, c'est dangereux, parce que nous risquons de perdre, effectivement, cette destination Maroc qui est connue, aujourd'hui, je ne vais pas dire low cost, je dirais plutôt best cost, et dans lequel il faut absolument mettre en place un cadre et revoir le mécanisme. Pour information, la fédération APEBI, elle est pilote d'un projet porté par l'Organisation internationale du travail, avec le ministère de l'Emploi, la CGM et l'ANAPEC, sur lequel ça fait 2 ans que nous travaillons sur une refonte. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est normal que les métiers sont décidés par des fonctionnaires? C'est-à-dire, ce sont les professionnels qui insèrent, on est bien d'accord. Donc c'est eux qui connaissent leurs besoins. Donc c'est important de construire un référentiel métier dans lequel il soit validé par les professionnels. C'est le minimum. Travaillons d'une manière agile. Et ce référentiel métier, il peut être partagé par tout le monde. Les centres de formation professionnelle, privés, publics, les ministères, tout le monde. Les acteurs de la formation. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui montre que la durée de la compétence technique moyenne, on en parlait tout à l'heure, elle est de 24 mois. Ça va tellement vite que comment voulez-vous que l'école ou que les universités hautes commencent à réfléchir au métier et se dire, voilà, je vais mettre en place ces parcours, et c'est déjà dépassé. Il faut qu'on travaille avec l'État, avec les acteurs de la formation, professionnels, publics et privés, et les professionnels, d'une manière agile. Quels sont les métiers dont vous avez besoin? Quelles sont les formations dont vous avez besoin? Quel est le parcours de formation? On peut aller plus loin. C'est intéressant parce qu'il existe, excusez-moi, il existe des centres de formation qui sont plugués à des écosystèmes, pour ne citer que l'automobile et l'aéronautique. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut vraiment instaurer une politique de formation qui soit accompagnatrice d'un secteur que nous trouvons important pour notre économie, on le fait et ça marche. Alors, vous avez parlé de l'automobile, moi je parle d'un secteur qui est en pleine ébullition. C'est pour ça que je dis que pour le digital, il y a urgence aujourd'hui qu'on plug la formation à cet écosystème balbutiant du digital dans notre pays. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est du moyen terme. C'est-à-dire que le temps qu'on mette en place les référentiels métiers, les parcours de formation, qu'on se mette d'accord. Et sur le court terme, il faut qu'on puisse répondre
Là, il y a des projets, quand j'y court terme, c'est demain. C'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Je refuse. Nous avons fait dans les recommandations un visa talent marocain. Si on veut être un hub au niveau du continent, il faut qu'on puisse proposer aux investisseurs, donc la diaspora et aux autres, des mécanismes qu'on puisse recruter à l'international. Quand on cherche des compétences type, je sais pas, architecte, 5G, 5G c'est nouveau, hein. On n'en a pas. Il faut aller chercher ailleurs. Mais entre-temps, on ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas la ressource. Etc., donc ce que vous dites, c'est que ne pas dépendre que de la ressource et de la retenir, mais aussi faire appel à la ressource, ce qui est déjà fait d'ailleurs, même dans le médical. Il faut savoir répondre sur du court terme tout de suite. Ça, c'est au nom de tous les professionnels. Et on est tous d'accord. C'est-à-dire comment je peux répondre à mes projets tout de suite. Bien entendu, la France l'a fait. La France a mis en place le visa French Talent. Et ça a permis effectivement ces départs, et pas que la France, le Canada et d'autres pays. Oui. Pourquoi nous ne mettrions pas en place des mécanismes type visa talent marocain, avec en plus, quand on regarde le continent africain, on est plus d'1 milliard. Et en plus, avec une chance extraordinaire, c'est un continent jeune, et qui en veut, et qui a fait des études, ils ont aussi d'expérience, travaillons avec eux. Faisons en sorte de les faire venir, de faciliter leur accompagnement pour s'installer. Diaspora, y compris, bien entendu. Hein. Mais il faut qu'on ait une force vive qui nous permette effectivement de pouvoir répondre tout de suite. Rupture ou inflexion? Point d'inflexion, Jamal Belhaj. Pour faire bouger les choses, pour qu'on finisse sur une note plutôt tournée vers l'avenir. Oui, je pense que vous avez raison. Votre question est beaucoup plus politique que économique. Et c'est important, et c'est intéressant. Les deux sont indissociables. Absolument. D'abord, je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien émotionnel intangible entre la diaspora et son pays. Mais il y a un problème de confiance. Et votre point d'inflexion, c'est la confiance. Comment installer la confiance entre les deux parties ? Comment faire en sorte que l'image du monde de la diaspora aujourd'hui soit beaucoup plus positive dans l'inconscient marocain? Je pense déjà que ces deux appels de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ça c'est un motif de confiance, de rétablissement de cette confiance. Mais justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la diaspora a créé ce lien de confiance avec Sa Majesté dès son accession au trône. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Oui, mais il faut que les autres choses suivent. Et j'y viens. Et donc, ça veut dire quoi? Et le message de Sa Majesté le mois d'août, c'est quoi? C'est dire aujourd'hui, c'est qu'il a pris conscience aussi qu'il y avait des choses à améliorer. Et votre question, est-ce qu'on est dans la rupture ou est-ce qu'on est dans l'amélioration? Aujourd'hui, clairement, on est dans la disruption. C'est pour ça qu'il faut inventer une nouvelle doctrine pour adresser les problématiques et les enjeux de la diaspora. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la Maison de la Diaspora. 4 objectifs simples. Recevoir, créer ce réseau mondial de talents, mais dans tous les secteurs d'activité pour demain devenir une force d'influence pour notre pays. 3, promouvoir tous les projets du Maroc pour donner ce lien de confiance et garder le lien. Et 4, faire les études nécessaires pour voir l'évolution de cette diaspora et faire justement en sorte qu'il y ait de l'influence avec le législateur. Et donc être un élément de l'écosystème, pas à côté, pas devant, pas derrière, et être contributif. Donc votre point d'inflexion de base, c'est encore une fois la confiance, parce qu'aujourd'hui, un investisseur, quel qu'il soit, doit se sentir en sécurité, mais celui de la diaspora, il y a encore quelque chose de supplémentaire, qui est ce lien émotionnel. Il a envie de voir son pays encore comme un véritable dragon de l'économie. Et c'est possible. J'essaie d'identifier les parties prenantes, pendant que vous parliez de ces 4 objectifs. Donc là, j'ai identifié l'AMDI, parce qu'il faut promouvoir, vous dites. Qu'en est-il des 3 autres? Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai rencontré le ministre en personne, Steve Azouli. Il a été très, très, très réceptif. Il m'avait annoncé justement cette histoire du guichet. Et au contraire, ils sont très réceptifs. Aujourd'hui, ce qu'il faut, en tout cas l'ambition qu'on nourrit nous avec notre association, c'est de créer les conditions pour que tout le monde se mette autour de la même table pour valider les orientations de Sa Majesté et les emmener. Sa Majesté a été très claire, il faut qu'on y aille. Donc le CCME, la Fondation Hassan II, etc., tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Mais le rôle et les attributions du CCME, du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, est appelé à changer, ou sont appelés à changer ces attributions. Pour construire une doctrine nouvelle, il faut effectivement repenser la chaîne de valeur de la diaspora et de se dire quels sont les acteurs nationaux qui doivent répondre à chacune de ces aspirations-là. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas la confiance déjà entre les acteurs nationaux ici, comment voulez-vous établir une confonction avec la diaspora à l'étranger? On ne va pas finir sur une note
pas très optimiste, Jamal Belharj, mais peut-être... bon, je fais réagir mon troisième invité qui est avec nous par Zoom depuis Bruxelles. 1 ou 2 points d'inflexion avant qu'on termine cette discussion. Docteur Qaddar. Si je peux me permettre, donc concernant les investissements en santé, un médecin investisseur, il est doublement investisseur. Il investit dans ce transfert d'expertise, ce transfert d'intelligence et le transfert financier, l'investissement financier. Donc, un médecin qui s'installera, donc construira une clinique ou un hôpital privé ou que sais-je, et il ne doit pas être considéré comme un simple investisseur. Donc, il faut, d'autant plus qu'on vit une situation difficile actuellement, et on a envie de lancer cette réforme de la santé assez rapidement, parce qu'on est dans l'urgence. Il faut une fluidité administrative, une aide beaucoup plus importante à cet investisseur médecin. Et je parle des investisseurs médecins, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est pareil. Donc, il faut les aider. Donc, pour que leur projet se concrétise et pour justement donc avoir cette couverture sanitaire le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Dr Samer Qaddar, président du réseau des compétences médicales marocaines du monde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous également, Jamal Belharj, président de la Maison de la Diaspora. Et merci à vous également, Redouane Helloui, président de l'APB. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Questions d'actu. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée.